Bonjour tout le monde. Bienvenue à la tribune électorale de 2013-2014, où les candidats et candidates répondront à vos questions. Je m'appelle Daniel Normando et j'ai le privilège d'animer la tribune de ce matin. C'est une occasion pour les délégués de voir ce dont sont faits les candidats et les candidates. Je n'ai pas à vous dire que c'est le moment où l'Institut est confronté à d'importants défis, où il y a le besoin d'un leadership fort sera essentiel pour assurer la vision et la direction de l'Institut, que l'Institut répond aux besoins de ses membres et positionne l'Institut en vue d'un avenir productif. Alors, ce matin, la tribune vous fournira, à vous, les délégués de l'AGA, vous donnera l'occasion de les entendre sur leur vue à l'égard de la vision et des priorités futures. Vous feront connaître leur position sur les enjeux importants à l'Institut, aujourd'hui même et pour l'avenir. Enfin, vous pourrez aussi apprécier leurs croyances et leurs convictions et leurs valeurs relativement au leadership. Et maintenant, pour les règles de ce matin. Évidemment, seuls les délégués de l'AGA pourront poser des questions. Seul le modérateur peut désigner la personne qui posera une question. Le modérateur commencera par donner la parole à la personne au microphone numéro 1, puis celle au micro 2, 3 et 4, et reprendra la même séquence. Les délégués auront 30 secondes pour poser leurs questions. Une seule question. Tous les candidats pourront répondre à la même question, s'ils le désirent évidemment. Ils ont 1 minute pour répondre et le temps sera géré par un des membres du comité des élections. Les candidats qui désirent répondre à la question le feront savoir au modérateur, à l'animateur. Et si aucun candidat ne répond, on passera à la question suivante. À la fin de la période de questions et réponses, les candidats pourront, pendant 1 minute, faire une déclaration de clôture. La tribune sera enregistrée et sera affichée sur le site Web de l'Institut. Alors, allons-y. Et je commence. Micro 1, s'il vous plaît. Karen Midirelli. Ma question à la tribune. Que ferez-vous différemment pour assurer de meilleurs résultats si vous êtes élu? Debbie Davio. Je veux dire, au départ, aujourd'hui, merci beaucoup. What would I do differently? Que ferais-je différemment? Beaucoup de choses. Je pense qu'il est temps de faire les choses différemment. Je pense qu'il est temps de prendre des mesures téméraires, concrètes, qui produisent des résultats et pour lesquels on assure un suivi. Nous assurer qu'on traite des priorités importantes pour les membres et non pas des priorités qui nous sont importantes en tant que militants. Il est temps de moderniser notre façon de faire les affaires, changer notre style, notre démarche, notre culture, de sorte que ce soit une culture inclusive qui attire non seulement les militants de tous les jours, mais les militants de tout genre, de toute démographie. Il est temps de faire une différence. Merci. Shannon. Pour ajouter à ce que Debbie vient de dire, je pense qu'il est très important à ce moment-ci de faire preuve d'un leadership très fort en tant qu'institut, que l'on mise sur les points forts, sur les forces de nos délégués syndicaux, de nos dirigeants élus, nos membres du conseil d'administration, et que nous profitions de leurs compétences à la table. Je pense aussi qu'il est très important de nous engager avec les partis de l'opposition et même les conservateurs
que nous leur posions des questions difficiles à poser à la Chambre des communes pour finalement avoir la vraie vérité, si vous voulez. Robert. Ces dernières années, on a établi une base pour un syndicat beaucoup plus fort. Je veux m'assurer que nous avions devant nous nos objectifs très bien énoncés, pas en termes généraux, mais de façon bien précise. Ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Il y a des choses en place à l'heure actuelle, mais il faut mobiliser nos gens. Je ne parle pas de simplement leur envoyer des bulletins, mais vraiment communiquer avec nos délégués syndicaux, les amener à être des chefs de file au travail. Ça ne s'est pas produit autant qu'on l'aurait voulu. Et en tant que président, j'aimerais peut-être y voir un ton un peu différent pour le syndicat en m'assurant qu'on traite mieux l'un avec l'autre. Ensuite, il nous faut aussi penser à la façon dont nous aimerions nous engager lors des prochaines élections. D'abord, que les vice-présidents soient pleinement engagés. D'après ce que j'ai entendu, ils ne le sont pas parce que quelqu'un a peur qu'ils fassent un meilleur travail et donc être une menace. Je ne me sens pas menacé en ayant des gens compétents autour de moi. Ils sont ici pour travailler pour les membres. Je vais les mettre au travail et ils vont être pleinement engagés. Ensuite, nous allons avancer et nous ferons ce qu'il faut faire pour représenter les membres de l'Institut. Gary? La question des députés, je pense qu'on a déjà commencé cela. En fait, c'est quelque chose que nous faisons. On a commencé à faire des choses bien différemment. Regardez la campagne encore mieux ensemble, où on travaille avec d'autres agents de négociation. Ça, nous le faisons. L'efficacité est un gros enjeu pour l'Institut. On demande des augmentations de cotisation. Et comme mon collègue a dit, il veut mobiliser ou mettre à contribution les vice-présidents ou vice-présidentes. Je suis certain qu'on va en parler un peu plus tard. Donc, engager tous les membres du conseil d'administration et avoir le bon mélange de membres au conseil. Je compte faire cela au cours du prochain mandat. Merci. Je pense que tout le monde ici ne comprend pas. On ne veut pas. On a besoin qu'ils soient sur la ligne d'attaque et ça ne s'est pas produit depuis un bon bout de temps. Et je ferai tout ce qui est possible pour les mettre sur cette ligne de front. Nous devons être visibles. Nous sommes des professionnels et nous devons montrer que nous le sommes également. Merci. Question numéro 2. Combien de vice-présidents pensez-vous qu'il nous faut? Gary? On a besoin de 2 vice-présidents à temps partiel. On n'a pas besoin de 4 vice-présidents. Premièrement, c'est une question d'efficacité. Bon nombre d'entre vous savez que j'ai changé l'organigramme en 2007. Lorsque je l'ai fait, on a créé des postes de chef. Je suis devenu le PDG, si vous le voulez, et il y avait une certaine redondance au niveau des vice-présidents. On pourrait modifier l'organisation, faire passer de 5 à 3 le comité exécutif. Il n'y aurait pas vraiment de changement majeur. Juste le président, toujours, pourrait travailler avec un comité exécutif. Le CA, les administrateurs ont assumé plus de responsabilités dans chacune de leurs régions. Il y a eu des problèmes lorsqu'à un moment donné, on se demandait qui gère finalement l'organisation? Vice-président à plein temps, à temps partiel? Donc, je pense qu'on pourrait en avoir 2 à temps partiel et ça suffirait. Steve. J'ai prôné longtemps d'avoir 2 présidents, 2 vice-présidents à temps plein et ça s'est produit pendant mon mandat. Et j'aime la question, par contre. C'est amusant d'être politicien, de pouvoir répondre à une question où je n'ai pas de données. Je peux inventer. Je ne sais pas de combien j'ai besoin. Je sais que j'ai besoin de gens qui travaillent à plein temps. Je sais aussi que lorsque je serai président, ils seront pleinement engagés à travailler à plein temps.
Nous avons 4 vice-présidents depuis que je me suis joint à l'organisation en 1984. Je n'ai rien vu qui dit qu'il faut changer cela. Je suis bien intéressé de voir quels sont les rapports qui ont été demandés par le Conseil. Mais donnez-moi des données. Donnez-moi quelque chose dont on peut vraiment parler et non pas inviter au fur et à mesure qu'on avance. Shannon. Un peu comme Steve. Je ne sais pas quel est le nombre exact de vice-présidents dont nous avons besoin, mais personne dans la salle ne sait quel est ce nombre exact. Je n'aimerais pas penser que l'Institut est devenu comme le gouvernement, qu'il est disposé à prendre des décisions sans avoir d'éléments probants, avec un certain parti pris, alors qu'on pense que c'est un petit groupe de gens qui prennent les décisions. Nous avons besoin d'une étude complète de notre structure de gouvernance et qu'on ne laisse pas une décision si importante au seul conseil d'administration qui sont tous en conflit. C'est une décision à prendre par l'ensemble de nos membres une fois qu'une étude complète et exhaustive aura été faite. Merci beaucoup. Robert. Je pense qu'on est en train de mettre la charrue devant les bœufs. Je n'ai pas vraiment... J'ai une réponse, mais je n'ai pas tous les faits. Tout dépend de l'utilisation qu'on fait des vice-présidents. Ce n'est pas tout simplement des gens qui viennent ici faire du travail de bureau. Le vice-président, entre autres, siège au comité exécutif et exprime son point de vue pour diriger l'Institut. Si on réduit le nombre de vice-présidents, on réduit le nombre de points de vue. Alors, comment on s'en sert? Comment on les mobilise? Comment on assigne les tâches? Ça pourrait se faire beaucoup mieux, à mon avis. Et comme Steve l'a dit, que je sache, il y a toujours eu 4 vice-présidents. Lorsque je suis joint à l'Institut, on était 17 000 membres. On est quoi, 55 000? Alors, c'est peut-être pas un argument qui a pu être fait qui reposait sur des personnalités. Et on n'apporte pas des changements structurels parce qu'on pense que les gens en poste ne font pas du bon travail. On a besoin de gens plus intelligents. Alors, c'est tout. Debbie. Bon, j'ai voulu... Il faut que je parle plus rapidement, mais finalement, nous ne sommes pas les gens à prendre les décisions à moins d'avoir la bonne information. C'est l'AGA qui est l'organisme prépondérant, mais on a besoin de tous les faits avant de prendre une telle décision. Mais je pense qu'on a besoin de plus de dirigeants à plein temps, du travail qui ne peut pas se faire par des gens à temps partiel. Une fois que les gens à temps partiel au travail, on les met à risque. On ne peut pas s'adresser aux médias et dénigrer l'employeur. On ne peut pas exercer des pressions auprès des députés parce que ces gens-là sont votre employeur. C'est du travail à faire par des dirigeants à plein temps en votre nom. Les résolutions qui s'annoncent visant à réduire le nombre de vice-présidents, à mon avis, c'est un peu comme le American Tea Party. On est élu, ensuite on veut éliminer des postes. Moi, ça ne me convient pas et ça ne devrait pas vous convenir non plus. À mon avis, il devrait y avoir un vice-président pour un président. Tous mes collègues ici n'ont pas signalé qu'on est en mode de restriction financière. On exploite un déficit et on n'en tient pas compte des coûts. Il y a des coûts en cause. À tout le moins, un coût salarial d'environ 300 000 sans les avantages sociaux, c'est le coût. C'est un coût pour vous et pour moi en tant que membre. Il faut le prendre en considération. Et je ne pense pas que les membres de la tribune ont soulevé ce point. Alors moi, je le soulève auprès de vous. Merci. Micro 3. Pierre Gabriel du groupe AV. Ici, de la région Gatineau. Je suis président de ce groupe. Ma question sur la négociation collective, les 2 dernières conventions collectives, je suis très fier d'être un membre de l'Institut parce que mon revenu a augmenté de 20 000 au même niveau de salaire que je faisais il y a 6 ans passés. J'ai entendu des membres de la tribune dire que ça ne suffit pas. Je suis très fier et j'aimerais savoir ce que vous pensez qui pourriez être un président. Comment pouvez-vous améliorer la situation?
Gary, il faut comprendre que la négociation, c'est une question cyclique. On se rappelle quand il y avait des zéros. Je sais que ces dernières années, on a quasiment juste à peine tenu compte de l'inflation. On va faire face à un gouvernement et à un employeur, en fait, qui ne veut pas qu'on ait de hausse salariale. On est fort parce qu'on est des professionnels. Nous savons ce que nous faisons. Nous allons pouvoir miser sur ce fait-là. Le gouvernement a besoin de professionnels pour continuer. Il va falloir exercer plus de pression auprès des parlementaires et des politiciens. Bien sûr, il faut montrer que nous sommes prêts à faire quelque chose. Je parlais d'une grève qui a duré 7 semaines, il y a quelques semaines passées. Il faut donc mobiliser les membres, s'assurer qu'on peut prouver notre valeur à la table de négociation, prouver à l'employeur qu'on est sérieux, et c'est ça le but de la campagne Encore mieux ensemble. Shannon. Fondamentalement, il faut changer la façon dont nous négocions. Le gouvernement a déclaré le projet de loi C4, c'est un élément de preuve, justement. Il faut collaborer avec les autres agents de négociation, adopter une position commune. Et franchement, sur des questions qui touchent tous les membres de l'Institut, tous les groupes, nous devons avoir une table centrale. On ne peut pas se payer de laisser le gouvernement nous abattre un après l'autre. Sinon, c'est le gouvernement qui va diriger le tout et nous n'aurons plus d'occasion de changer ce qu'il se propose de faire. Merci. Steve, contrairement aux autres syndicats en ville qui vont demeurer avec la FPC, nous n'avons pas normalement nos dirigeants supérieurs qui mènent la négociation pour nous. On laisse cela au groupe, à l'autonomie des groupes, de décider ce qu'ils veulent à la table. Le rôle du président est de s'assurer que les équipes de négociation et le personnel aient les ressources requises pour appuyer leurs efforts à la négociation. Le président et les vice-présidents devraient être tenus en réserve pour aider aux besoins. Nous devons appuyer les groupes sur la question d'une table centrale. Plus fort, ensemble, absolument. Mais assurons-nous d'examiner les répercussions d'une table centrale. Sommes-nous prêts d'entendre l'employeur nous dire si vous pouvez négocier ensemble, vous pouvez être une unité de négociation ensemble. Voulez-vous être un seul gros groupe? Si oui, faites-le avec les yeux tout grands ouverts. Faites pas parce que vous avez commencé un processus qui n'a pas fonctionné. Debbie. Quand on parle de les négociations, on ne parle pas juste des salaires. On parle de tous les termes et conditions de travail. Puis il faut regarder tout. Pour moi, la réponse de cette question, c'est dans la solidarité. C'est de travailler avec tous les autres syndicats pour s'assurer que nous avons une approche commune. C'est pas une table commune que je cherche. Pour moi, c'est d'avoir une façon de le faire ensemble. Les mêmes mots, la même approche, la même bataille pour tout le monde, pour tous les membres, pour tous les groupes de l'Institut. D'autre que ça, il faut travailler avec les autres syndicats, comme j'ai dit, sous le Conseil national mixte. Moi, j'ai de bonnes relations avec tous les autres présidents de tous les syndicats et je suis sûre qu'ils sont prêts de travailler avec nous et moi, je suis prête de travailler avec eux aussi. Merci. Frank. Un peu dans le cadre de ce que Debbie disait, je crois qu'il nous faut nous regrouper avec d'autres dirigeants syndicaux. Shannon parlait d'une table de négociation centrale. Ce n'est pas la vraie bonne approche. La façon de faire, c'est laissons les conventions collectives prendre fin. À ce moment-là, vous aurez le pouvoir d'achat de tous les syndicats et ils auront à déployer des efforts stratégiques pour traiter des écarts entre les syndicats. Alors, nous allons travailler ensemble. Nous allons chercher à nous assurer qu'on va donner à toutes les unités de négociation les mêmes choses que celles qui sont ensemble à l'heure actuelle. Merci.
Micro 4. Le leadership dirige. On ne leur dit pas que faire. Ce que j'entends, c'est ce que vous pensez vouloir faire. J'aimerais savoir de façon précise quelles mesures vous allez prendre pour mettre en œuvre ce que vous voudrez faire à l'avenir, parce que le gouvernement nous attaque, s'en prend à nous. Merci. Robert et Gary. Je suis peut-être pas d'accord avec la prémisse. Les dirigeants écoutent. Vous dirigez, mais aussi vous suivez à la même occasion. Et c'est l'approche que je prendrais comme un leader. Je ne sais pas que je n'ai pas des points de vue très fermes et j'ai de forts sentiments à l'égard de l'unité devant l'employeur et le Conseil du Trésor. Mais il y a une partie du leadership qui consiste à écouter les gens dans la salle, écouter les autres dirigeants, travailler avec eux. Le dirigeant d'une organisation comme la nôtre a des outils pour diriger, entre autres le réseautage, établir un réseautage. Nous avons établi des réseaux avec d'autres syndicats, des relations avec les médias. Mais je vous dirais au départ que le personnel est celui qui agit. Les dirigeants sont ceux qui dirigent le personnel, qui font qu'on prend la direction qu'il nous faut prendre, que ce soit pour la négociation collective, la représentation, ça va se continuer. Mais bâtir ces réseaux, c'est aussi important. Il faut le faire avec les autres agents de négociation, avec toute une brochette d'alliés, le CTC, le CNM, les gens du Nouveau-Brunswick qui s'occupent de questions, de problèmes de pension, ont établi des relations avec les médias. Ça ne se fait pas du soir au lendemain. Mais nous avons bien réussi, nous allons continuer à le faire, et c'est la permanence, le personnel permanent qui va continuer d'assurer le leadership. Je suis un leader serviteur. En fait, je crois à la nécessité d'engager tous les dirigeants élus et les délégués syndicaux pour faire le travail. Tous les exécutifs de groupe, les exécutifs régionaux, vous êtes tous élus à cause de votre capacité à influencer les gens. On doit vous donner les outils nécessaires pour faire le travail qu'on vous a donné à faire et on réussira très bien lorsque tout le monde sera mis à contribution. Les gens d'expérience, hommes, femmes, de différentes cohortes, c'est en travaillant ensemble en lançant un message commun qu'on pourrait rejoindre l'objectif commun qu'on aurait établi. Différents leaders pour différentes époques, il n'y a pas une réponse unique à ce que ça signifie d'être leader. Certains diront que le leader, c'est de savoir où veulent aller les gens, puis de courir le plus vite que vous pouvez pour les devancer. C'est important de savoir ce que les membres veulent. C'est important aussi de savoir quand ils ont besoin de conseils pour qu'ils décident où ils veulent aller. Il faut s'assurer qu'on comprenne bien l'organisme et les gens que vous représentez. Et puis, à ce moment-là, vous pourrez être leader. Je l'ai fait et je le ferai à nouveau. Et je le ferai comme je l'ai fait pendant 9 années, de 1996 à 2004. Je vais écouter les gens, je vais faire des suggestions, je vais faire des pressions, je vais tirer. Oui, vous pouvez être en désaccord avec le président. On doit savoir, on doit établir le but, la direction, puis et la poursuivre. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, surtout avec le commentaire à l'effet que différentes époques exigent un différent type de leadership. Tout le monde sera d'accord, je pense que, en fait, tout dépend de la force du maillon le plus faible. L'Institut et d'autres syndicats, en fait, se sont assis sur leur laurier. Ces dernières années, nous n'avons pas écouté nos membres en milieu de travail. Nous n'avons pas mobilisé nos membres en milieu de travail. Tout ministère, tout milieu de travail a ses propres caractéristiques et circonstances. On doit donner à nos délégués syndicaux les outils nécessaires pour qu'ils puissent traiter des questions qui importent aux membres dans ce milieu de travail. Mieux ensemble, un pas à la fois.
écouter ce que les membres disent, c'est très important maintenant. Pour ce qui est des mécanismes actuels, de la Constitution actuelle, il n'existe pas ce mécanisme, sauf à l'AGA. Alors, ce que je entends faire, c'est de tenir un référendum où, si les enjeux, en fait, qui importent beaucoup aux yeux des membres, ils peuvent l'exprimer et on a besoin de l'adhésion des membres pour continuer. Une fois qu'on aura cette adhésion, on n'aura pas d'autre choix que de le mettre en œuvre. J'aime bien les mouvements de la base. S'ils disent quelque chose, on devrait le faire. Merci. Kofi Crenshaw, directeur, Conseil consultatif. En tant que président, quelles 3 mesures concrètes prendriez-vous pour établir une culture de compétences et pour la gestion des conflits? En fait, on passe plus de temps à se battre entre nous que de se battre contre le gouvernement. Alors, quelles mesures concrètes prendriez-vous pour améliorer la culture de l'Institut pour éviter les débits? Très bonne question, Kofi. Ce que je ferais, premièrement, donner l'exemple. Si vous voulez promouvoir une culture de compétences, comme tu dis, il faut le démontrer. Il faut être leader. Démontrer sa culture. À ce moment-là, les autres pourront suivre. Deuxièmement, il faut accepter les divergences, les points de vue divergents. Ça nous permet de nous améliorer. On peut créer un syndicat plus fort, plus solide. Et on n'a pas vraiment été ouvert au changement et à l'opposition au cours des dernières années. Et c'est très important. Les gens doivent être en mesure de pouvoir exprimer leurs divergences, leurs points de vue différents, sans que ça mène à des conflits. Aussi, on doit travailler avec tout le monde, pas seulement avec nos alliés politiques, mais tout le monde, tous les dirigeants élus. Alors, c'est difficile de réduire ça à 3. Justement, Debbie en a mentionné 2. Il faut mener par l'exemple, il faut favoriser les divergences, les points de vue différents, mais éclairés. On doit se demander pourquoi vous n'aimez pas un point de vue différent. Discutons-en. Reconnaissons que les divergences d'opinion ne signifient pas harcèlement. Divergence d'opinion signifie qu'il y a plus d'une seule façon, plus d'une façon de regarder les choses. Parfois, il faut poser des questions. Vous semblez aller dans une direction, mais vous voulez vous assurer que tout a été exploré, tout a été considéré. Le leadership, par exemple, commence avec au niveau du conseil d'administration, pas seulement pour le président. En fait, oui, je suis tout à fait d'accord, Steve. Tout le monde doit être mis à contribution, pas seulement les présidents, mais tous les membres du conseil. Bon, mener par exemple, c'est une mesure concrète, bien sûr. Je suis membre aussi des praticiens d'éthique au Canada. On doit développer un code pour le conseil d'administration, un code d'éthique qu'on devrait respecter. Donc, je vais élaborer un code. Aussi, je vais investir davantage dans la formation. Sur les questions de déontologie, d'éthique, inviter des experts en éthique pour faire des présentations au conseil, des experts en gouvernance, pour s'assurer d'avoir un organisme respectueux qui sert les membres et un organisme qui prend soin des ressources financières pour l'organisme et qui, en fait, agit comme une famille. Quand tout le monde dit que le leadership donne le ton, ils ont tout à fait raison. On doit donner l'exemple. Il y a un effet de percolation, ça ne fait aucun doute. En tant que leader, on ne doit pas avoir peur de s'impliquer lorsqu'il y a des différends entre nos membres, comme dans toute relation. Si vous laissez les choses s'envenimer, en bout de ligne, c'est désastreux.
On doit promouvoir des communications respectueuses. La dernière chose que je ferai, c'est de changer totalement notre politique concernant les délégués syndicaux, la sélection des délégués syndicaux, le renouvellement et toutes les lignes directrices. Tout le monde n'a pas vraiment ce qu'il faut pour être un délégué syndical. Si vous ne pouvez pas supporter les conflits, ce n'est pas votre place. Nous sommes des professionnels. Comment se fait qu'on n'agit pas comme des professionnels? Ça n'a aucun sens. Nous devrions respecter tout le monde et leur point de vue. J'ai une seule chose à dire, et on ne l'a pas mentionné, pour ce qui est la nouvelle politique proposée sur l'harcèlement et les mesures disciplinaires. Pourquoi ces plaintes sont portées? En fait, elles devraient être portées être accessibles au public. Si les gens sont connus pour faire des accusations non fondées, en fait, personne n'y croirait. Donc, on ne devrait pas maintenir ces choses secrètes parce que ça envenime le conflit. Je suis d'accord avec une bonne partie de ce qui a été dit. En tant que président, la première chose, la première priorité, c'est de donner l'exemple, engager les autres dirigeants principaux du syndicat. Je ne crois pas beaucoup dans les codes. Si vous agissez, si vous avez la bonne culture, vous avez besoin d'un code. Alors, si la culture n'y est pas, mais que vous avez un code, le code devient un outil qui vous permet de vous attaquer mutuellement. Donc, la culture doit changer au niveau du leadership, et le leadership, c'est vous, mais c'est le président qui doit mener ce changement. Nous avons commencé comme délégués syndicaux, mais on n'a pas toujours les outils nécessaires en tant que délégué syndical. Dans le milieu de travail, on passe souvent davantage d'un ordinateur qu'aux gens, donc on n'a pas vraiment les compétences et les outils en matière de communication interpersonnelle souhaitables. Lorsque le président Corbett a assisté au Conseil des délégués syndicaux à Halifax, il nous a remercié pour le permis de, en fait, accommoder son horaire chargé. Aujourd'hui, il nous dit qu'il y a 2 fois plus de VP de ce qu'il a besoin. C'est une question, en fait, c'est un problème de délégation d'autorité. Ma question, c'est l'organe de direction suprême ici. C'est là où les instruments de gouvernance sont donnés à l'Institut pour qu'ils soient gérés à travers l'année. C'est l'autorité au Conseil. Quelle est votre question? Si vous étiez président, s'il y a des politiques qui étaient enfreintes et des statuts étaient enfreints à l'Institut, qu'est-ce que vous feriez pour corriger la situation? Well, policies are guidelines that are developed. Les politiques, ce sont des lignes directrices élaborées par le conseil d'administration. Parfois, on doit contourner quelque peu les règles. Et si je comprends bien, si une règle est enfreinte, on doit porter la question au conseil d'administration pour qu'on puisse discuter du problème, s'assurer d'avoir la bonne politique pour régler le problème. C'est comme ça que les organismes fonctionnent. L'AGA, c'est l'organe suprême de direction, et entre les AGA, c'est le conseil d'administration qui prend la relève. Et c'est ce que j'ai fait. Lorsqu'une politique est enfreinte, on reçoit ce genre de plainte et on en discute entre nous, au sein de la famille, pour s'assurer de soit modifier la politique ou ramener à l'ordre les contrevenants à la politique. Alors, il faut s'assurer d'avoir cette discussion pour s'assurer que la politique soit adéquate. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir les faits. Il faut se plier aux politiques soi-même en termes de mécanismes pour régler les problèmes. S'assurer des gens qui sont responsables de corriger le problème le fassent et qui prennent les mesures nécessaires. Une fois que vous savez ce qui se passe, quels sont les faits, ce n'est pas toujours le président qui doit agir. Parfois, c'est le conseil d'administration, parfois, c'est le comité exécutif, différents niveaux d'autorité, dépendamment du niveau de politique ou de type de politique enfreinte. Mais premièrement, il faut savoir les faits. En fait, Steve a volé mes notes. En fait, c'est du plagiat.
c'est pas parce qu'on pense que la politique a été enfreinte que forcément c'est le cas. C'est une erreur qu'on a commise souvent. Oui, les politiques sont enfreintes régulièrement, mais pas tout le temps. Et il faut comprendre aussi, tout dépend de que sont les faits, ce qui s'est passé. L'organigramme est très compliqué à ce niveau, mais je vais passer rapidement. Alors, quelle est l'intention de la politique, cette foutue politique que vous me permettez? Les politiques ne peuvent pas couvrir tous les cas, toutes les situations. Bon, puisque certains points techniques sont en frein à la page 25 d'une politique, l'important, c'est d'avoir la bonne intention dans la politique. On a trop de politiques et règlements à l'Institut. Je pense que c'est pour ça qu'on n'attire pas les bonnes personnes à l'Institut. Il y a des règles pour toutes choses. Des règles concernant les élections qui disent que les gens ne peuvent pas m'appuyer publiquement, moi. Il y a des règles qui disent qu'on ne peut pas aller dans le milieu de travail au moment des élections. Il y a des politiques qu'on a mises en place pour corriger des cas précis qui remontent à 15 ans, mais qui n'existent plus. Lorsque quelqu'un offre une politique, la première chose qu'on doit faire, on doit se demander si la politique est logique, si elle a du bon sens. Sinon, on doit vraiment adapter sa politique pour qu'elle réponde à l'époque actuelle, au présent. Deuxièmement, s'il y a vraiment une enfreinte, quelque chose d'important et qui affecte nos valeurs, eh bien, on doit tuer le problème dans l'œuf avant que ça s'envenime, c'est un conflit qui engloutisse les ressources de l'Institut. Moi, j'allais tuer dans l'œuf le problème pour s'assurer que ce ne soit pas un problème pour l'avenir. On a besoin de règles de droit à l'Institut. Nos membres méritent de pouvoir s'attendre à ce que l'Institut va se conformer à nos politiques. On critique l'employeur lorsqu'il ne le fait pas. Alors, on doit vraiment se conformer aux politiques de l'Institut. Et en tant que président de l'Institut, tout président de l'Institut a la responsabilité de s'assurer que les lois sont appliquées. Là où il y a des problèmes, c'est lorsqu'on ne respecte pas les statuts. Ça nous a amenés devant les tribunaux et ça a été très coûteux. Je pense qu'on n'a pas vraiment bien saisi. Si vous avez une enfreinte à la politique, bien sûr, la première chose à faire, c'est de discuter ce qui se passe, savoir ce qui se passe. Si vous ne le savez pas, allez chercher un conseil juridique. Si vous ne pouvez pas régler ça comme ça, en fait, n'allez pas plus loin. Avec respect, Monsieur, Madame, ma question, c'est quoi votre position et pourquoi sur la résolution qui va être présentée aujourd'hui sur l'augmentation des coûts aux membres? Merci. Robert? Ça fait 6 ans qu'on n'a pas d'augmentation des cotisations. Si on gèle un budget parlementaire pendant 6 ans, on ne peut pas s'attendre qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. On doit être plus actif que jamais. Je me demande si 7 $ c'est suffisant, mais je suis prêt à accepter 7 $ pour l'instant. J'ai beaucoup travaillé au cours du mois dernier pour dire aux membres qu'il est important d'augmenter les cotisations. Il est essentiel qu'on ait cette augmentation. J'étais en faveur de l'augmentation l'an dernier et je suis encore plus cette année, à tel point que j'ai commencé à travailler avec le responsable des finances pour présenter des arguments aux membres qui démontrent pourquoi on a besoin de cette augmentation de cotisations. Une augmentation vraiment nécessaire si on tient compte de ce que le gouvernement fait. Par exemple, la convention, le congrès des conservateurs à Calgary. Et cette augmentation de cotisation va nous permettre de travailler avec d'autres syndicats et d'être leaders dans le mouvement syndical. On a absolument besoin de cette augmentation des cotisations. Merci.
Si je est un délégué votant, je voterai en faveur de l'augmentation. C'est le cycle de famine et de festin typique. Pas une grande augmentation de cotisation et puis pas d'augmentation de cotisation pendant plusieurs années par la suite. Ça serait intéressant d'écouter les discussions là-dessus, mais aussi sur les autres motions pour établir une augmentation automatique des cotisations. Je ne suis pas certain que ça va pouvoir être mis en application dans les prochaines années, mais à l'AGA, quand je suis arrivé hier, c'est comme si je n'avais pas été absent pendant 9 ans. J'ai entendu ces discussions par le passé. En fait, j'y ai participé même. Alors, moi, je voterai en faveur. Comme vous savez, plusieurs d'entre vous, j'ai parlé contre l'augmentation des cotisations. Je ne croyais pas que l'Institut avait fait tout ce qu'il pouvait pour trouver les économies et pour serrer la ceinture. Donc, on a trouvé 1,9 million de dollars d'économies et le déficit a été réduit considérablement par rapport à ce qui avait été prévu en juin lorsqu'on avait adopté l'augmentation des 7 $ au Conseil. On n'a plus besoin de 7 $ pour équilibrer le budget, mais on a besoin de 7 $ pour contrer toutes les attaques là, à notre endroit. On a besoin de coffres, de secoussin. Et on a besoin de continuer à trouver des économies pour pouvoir augmenter et bonifier nos services. Et je crois qu'une augmentation annuelle des cotisations automatiques est nécessaire pour qu'on puisse continuer à se concentrer sur le travail important à faire à l'AGA plutôt que de discuter une augmentation des cotisations qui est considérable parce qu'on n'en a pas eu depuis 6 ans. On a besoin de plus d'argent pour continuer à livrer les services aux membres. Je suis contre cette augmentation de cotisation. C'est la voie facile. C'est la sortie facile. On dit que le Conseil a fait tout ce qu'il pouvait pour trouver des économies. Je ne suis pas d'accord. On a eu d'autres informations récemment sur les coûts encourus par l'Institut. Je vous invite à consulter le portail là-dessus. Il y a encore d'autres coupures possibles pour rendre cet organisme encore plus efficace. Et grâce à ces économies, on peut faire tout ce qui a été mentionné et davantage même. On a besoin de l'augmentation des cotisations. Le gouvernement a déclaré la guerre, le Conseil du Trésor a déclaré la guerre, mais ça ne devrait pas être un chèque en blanc pour dépenser de façon inefficace. Nous sommes à surveiller étroitement nos coûts et, à mon avis, le personnel a fait un très bon travail pour ce qui est de rendre les opérations plus efficaces. Je ne peux pas dire autant pour le côté politique. Bien des choses, on pourra faire différemment. On a besoin de trouver des façons plus efficientes de mener nos affaires, des réunions à distance. Alors, arrivons au 21e siècle. Merci. Micro numéro 4. Mario Coglitti, RCN. Question concernant l'augmentation des cotisations. Vous avez répondu à quelques-unes de mes questions déjà. On demande aux membres de faire un autre sacrifice. J'aurais aimé voir d'autres options en termes d'économie possible. Ma question, croyez-vous que les salaires des présidents et vice-présidents sont justifiés? Accepteriez-vous une coupure, réduction de salaire pour, en fait, faire votre part des sacrifices aussi? Oui. Oui, c'est la réponse facile parce que j'ai une autre source de revenus. J'ai une pension. Moi, je suis prêt à vivre avec ce que le comité de rémunération des cadres estimera être le bon montant et aussi ce que l'AGA décidera. Je suis ici pour servir les membres, je ne suis pas ici pour me servir moi-même. Je dis toujours aux gens que je gagne trop pour être un bon socialiste de toute façon.
Mais je crois que je devrais être rémunéré pour le travail que je fais. Peu importe ce que le comité de rémunération des cadres détermine comme étant le taux de salaire approprié. Je devrais payer pour être un vice-président, pas comme un CS2, comme je faisais au gouvernement. On sacrifie beaucoup de soirées, de samedis. On travaille tellement d'heures qu'en bout de ligne, on gagne le salaire minimum. Mais le salaire reflète simplement le travail que l'on fait et ça devrait être établi par les mécanismes adéquats pour déterminer le taux de rémunération. Mais je suis prêt, oui, à accepter la réduction de salaire si on décide que c'est adéquat et si ça permet à l'organisme de continuer. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec le dernier énoncé de David. Ce que décidera le comité de rémunération des cadres, c'est ce qui devrait s'appliquer. Mais j'aimerais suggérer aussi, les temps sont difficiles, il faut démontrer un leadership. Donc, peut-être le prix, l'augmentation selon le coût de la vie automatique, oui. Mais pour les 2 prochaines années, ou jusqu'à ce que le déficit soit résorbé, il ne devrait pas avoir d'augmentation économique. Il ne devrait pas d'augmentation, ça devrait être un taux fixe. C'est comme ça qu'on démontre le leadership. Si le président est prêt à faire ça, et les VP, en fait, on peut s'attendre à ce que tout le monde suive. Je ne vais pas répéter, mais j'appuie ce que le comité de rémunération des cadres déterminera comme étant un salaire approprié. Comme Debbie dit, je pense qu'on devrait vous payer selon le travail que vous faites. C'est un principe qu'on trouve en milieu de travail. J'aimerais croire que c'est un principe qu'on a aussi à l'Institut. Je suis tout à fait d'accord qu'on devrait assumer une partie du fardeau compte tenu de ce qu'on demande aux membres. Et je dois dire que j'ai soumis plusieurs recommandations au comité de rémunération des cadres récemment pour ce qui est de réduction, coupure. Par exemple, harmoniser nos congés de maladie avec ce que reçoivent nos membres, l'indemnité de relocalisation pour les dirigeants à temps plein. Bon, la réaction, c'est de dire « j'accepte », mais sans... En fait, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est le conseil qui décide. J'imagine que vous pouvez faire du démarchage, du lobbying, mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Ce serait injustifié d'envoyer des notes de service en tant que président. En tant que président, vous avez d'autres choses à vous soucier, l'efficience de l'organisme dans son ensemble, par exemple. Bon, si le conseil décide de réduire le salaire, ça va, ça fait partie de la vie. Et je passerai à autre chose, des choses beaucoup plus importantes à faire, le service aux membres. Alors, je serais prêt à accepter. Le temps est presque écoulé. Micro 1, dernière question. Ma question que j'adresse au panel. Comment allez-vous faire pour changer le paradigme? Nous avons en face de nous, comme adversaire, un gouvernement qui ne respecte pas les règles. Par paradigme, vous voulez dire quoi? Qui utilise, s'il vous plaît, ne pas me mettre le museau encore. Votre temps s'il vous plaît. est écoulé, monsieur. Non, monsieur. Bon, c'est ça. Quel paradigme shift que vous allez faire pour transformer cette union de bureaucrates en une union réellement effective qui apporte des résultats pour ses membres. Merci. Et value for money. Merci It's beaucoup. not about peanuts. On ne parle pas de petites sommes. Je représente 3000 membres dans les CN, des scientifiques, professionnels. The only opportunity. Il ne faut pas me musulmer. C'est ma seule occasion d'être entendu. Nous avons déjà commencé à changer le paradigme au début du printemps. On a commencé à travailler avec nos affiliés au Congrès du travail du Canada pour travailler avec tout le mouvement syndical, 3,3 millions au pays, pour
changer la donne, pour cesser que le gouvernement nous tape dessus et pour vraiment montrer la valeur du mouvement syndical, l'avantage des syndicats. On a déjà commencé un changement de paradigme, montrer l'importance des syndicats. On fait un lien avec le début des syndicats lorsqu'ils ont commencé à s'attaquer aux grandes corporations. Donc, on doit travailler avec les membres, mobiliser les gens, de montrer la valeur du syndicat. On a commencé cette conversation, ce n'est qu'un début. On voit déjà d'énormes succès. Merci. Qu'est-ce que je ferais? Travailler avec les relations de travail, c'est facile, mais il faut aller plus loin. Il faut travailler avec l'employeur jusqu'au ministre adjoint. Il faut imposer le même ordre du jour. On travaillait avec le gouvernement, même le gouvernement conservateur peut être influencé si on présente les arguments comme il faut. Ce gouvernement a attaqué tant de différents types de Canadiens. On doit s'unir avec tous ces Canadiens. Si il y a des avantages de ce gouvernement, c'est qu'ils ont énervé tellement de personnes. Alors on est une force, on y a une masse, on est tous ensemble, on a les mêmes positions. Merci. Cette organisation a été créée en 1920, elle a évolué depuis. Elle a passé par des différents changements. En 1970, on est devenu un agent de négociation. On a dû adopter l'idée que c'est un syndicat. Ça a évolué depuis. Quand nous avons établi le fonds de grève en 1980, oui, je vais si loin, c'était une organisation de penser que certains de nos membres allaient faire la grève, et ils l'ont déjà fait, mais on n'avait pas un fonds pour les appuyer. Alors nous avons fait ces changements. Il faut être prudent par rapport à la recherche d'un changement de paradigme parce que ça peut créer des perturbations. Je suis pour l'évolution. Il faut participer à la conversation et faire des changements pour les membres et les Canadiens. En fait, pour commencer avec ce que Debbie a dit, comment peut-on le dire de meilleure façon? Ce que je rajouterais à ce qu'elle a dit, c'est que nous avons besoin de tirer profit de tous nos membres partout au pays pour aider à changer le discours. Nous avons la chance d'être dans des régions géographiques différentes. Nos membres ont une voix meilleure en ce qui concerne la façon dont ils vont influencer leurs amis et leurs amis. Le lobbying des représentants locaux pour qu'ils s'intéressent à ce qu'ils ont à dire, en fait, ils vont les élire la prochaine fois. Armer les membres de Parlement avec les bonnes informations afin que les Canadiens puissent être au courant de tout. Tout est débattu dans la Chambre des communes. Alors les Canadiens, ils seront au courant de la vraie histoire. Merci. Debbie. Non. En fait, on ne cherche pas nécessairement les changements de paradigme, mais ils ont lieu tout simplement. Non. Si on se rejoint à la CO, ça va avoir un impact sur ce que nous allons avoir comme milieu syndical, la force que nous sommes en train de créer. Donc, il faut aller plus loin. Il faut le renforcer davantage. Nous devons également éliminer les obstacles afin qu'on puisse faire des échanges d'idées pour démontrer que la partie adverse ne sait pas de quoi elle parle. Nous avons besoin d'engager les membres. Il faut leur parler, les écouter. C'est ce qu'on commence à faire. C'est un projet à long terme qu'on doit entamer et nous devons impliquer la CO et les syndicats pour les changer également. C'est possible de le faire, il faut agir. Je pense qu'il faut retourner à la communauté. Comment on peut les servir? Il faut qu'on sache que nous sommes la fonction publique, mais nous sommes aussi des professionnels. Il faut qu'ils sachent
ce qu'on fait. Et une façon de le faire, c'est de faire du bénévolat, faire des activités dans la communauté pour que la population nous appuie. C'est eux, au bout du compte, qui vont élire les gens. C'est la façon dont on peut s'impliquer. Nous avons besoin de 50 000 de nos membres qui s'engagent dans la communauté pour qu'ils démontrent nos valeurs. Et par la suite, on va aller monter plus haut. Merci. Nous allons conclure ce tableau avec un dernier mot, 1 minute de chaque candidat. Je crois que ce que j'apporte, c'est un nouveau président de l'Institut, c'est que je continue à changer pour refléter les besoins changeants de nos membres. Tout le monde sait que je peux m'adapter pour m'adapter aux besoins des membres. Je connais bien les technologies, je suis bilingue, je suis reliée à tous les membres et je suis ouverte. J'ai la capacité de travailler avec nos partenaires dans la communauté, les syndicats, nos employeurs, jusqu'au ministre adjoint et avec le public, et il n'y a aucun problème qui est trop petit. Audacieuse. Il est temps pour une meilleure utilisation des cotisations. Il est temps pour une vision moderne. Il est temps pour Debbie Davio. S'il vous plaît, visitez mon site web à debbiedavio.ca pour voir ma vision, mon point de vue, mon histoire. Et vous pouvez aussi contacter moi de le site web et je vais être disponible et responsive de vos questions. Merci. Merci. Collègues, je veux être votre prochain président pour restructurer l'Institut. Je veux être le PDG, un titre, fonction et autorité. C'est un devoir qui n'est pas performé de façon adéquate. Je suis certaine que vous voulez que votre institut soit efficace. Je vais voter contre l'augmentation des cotisations parce qu'il y a des dépenses qu'on peut réduire ou éliminer. Après avoir déterminé les services essentiels dont vous avez besoin et que vous utilisez. S'il y a une augmentation, je vais quand même réduire les dépenses. Je vais m'assurer que vos dollars durement gagnés vont être utilisés pour la représentation contre l'employeur, la négociation collective et le travail contre les efforts du gouvernement de réduire vos avantages. Je serai responsable pour tous les dollars que vous avez dépensés dans ce sens. Merci. Collègues, membres, un leadership fort est requis en ce moment et l'Institut en a besoin. Vous avez besoin d'une personne qui a de l'expérience et des connaissances. J'ai déjà occupé ces postes à l'Institut et j'ai aidé à remodeler l'Institut. J'ai toujours respecté certains principes comme le travail dur et le respect des membres. Les valeurs de l'intégrité, de l'honnêteté et le professionnalisme sont très importants. On peut m'approcher. J'étais toujours disponible pour les membres. Ces dernières années, de plus, j'ai développé des réseaux avec un grand nombre d'organisations comme le CLC et les médias ainsi que le personnel. Nous travaillons très fort avec le personnel. En quelques mots, l'Institut a besoin d'un leader qui a des connaissances, qui est reconnu et qui a des liens et qui a la confiance des personnels et des membres. Il est temps qu'on le reconnaisse. Ce n'est pas un moment pour des changements. Merci beaucoup. Laissez-moi commencer en adressant un commentaire de Frank. Je suis Stephen Handel, non pas Harper. C'est pas l'argent qui me motive. Il faut représenter les membres. Je suis prêt à travailler au nom des membres de l'Institut. Je suis heureux d'entendre que Debbie et Shannon veulent continuer comme des vice-présidents et j'ai hâte de travailler avec eux sur le comité exécutif. Nous sommes bien mieux ensemble. J'y crois. On peut faire mieux. Nous avons besoin de faire mieux. Je suis ici, franchement, parce que le monsieur à ma droite ne travaille
ne fait pas une bonne job. C'est assez clair. Il y a des membres du CA qui sont d'accord avec moi. Il y en a 3 d'autres qui sont avec moi. Je serai un meilleur président de ce que nous avons maintenant. Merci. Robert. Robert, moi, j'étais un membre actif de ce syndicat depuis 30 ans. Ça seul serait suffisant, mais j'ai vu ce syndicat travailler sur le niveau national et régional. Je ne suis pas dans le passé. J'ai tout vu. J'ai travaillé avec les changements. C'est-à-dire ce syndicat n'est pas là où il était il y a très longtemps. C'est beaucoup amélioré. On est plus fort que jamais. Nous avons jeté les bases pour être un syndicat fort et nous avons besoin d'aller plus loin, vers l'avant. Je pense que je suis la personne qui peut le faire. Je ne critique pas les personnes qui sont mauvaises. Je veux donner aux membres ceux qui méritent. Je suis la meilleure personne pour le faire. Je l'ai démontré. J'ai démontré que j'en étais capable. Je veux montrer aux gens ce qu'on est capable de faire. Shan. Il est absolument le bon moment pour avoir des changements. Nous avons besoin d'un leadership fort tout en haut. Ce qu'on fait maintenant ne marche pas de toute évidence. Steve, quand il gagne pas aux élections, j'aurai jamais l'occasion, malheureusement, de travailler avec lui ni d'apprendre de lui. S'il n'est pas lui. En tant que votre président, je vais continuer à travailler très fort et je vais toujours prendre des décisions qui sont fondées sur le meilleur intérêt des membres. Je tiendrai compte de nos valeurs. Je m'assurerai qu'on soit stratégique, plus intelligent, plus fort. Nous avons besoin de nos membres dans ce combat. Merci. Mesdames et messieurs, remercions nos délégués, nos candidats présidentiels de 2013. Mesdames et messieurs, bonne chance.